Je voudrais donc vous présenter Samuel Valenti, notre prochain orateur. Il est aussi euh, directeur de compagnie, la compagnie La Poursuite du Bleu. Depuis 2019, il contribue activement au rapport du think tank Le Shift Projet, le groupe de réflexion fondé par Jean-Marc Jancovici. Il a également contribué à la création de travaux sur la transition dans la culture. Il s'intéresse aux sujets climatiques, en particulier dans le secteur culturel, et va nous présenter des recommandations issues des travaux remarquables qu'il a dirigés dans le Shift Project. Herman, donc voilà, s'ajuster. You saw what happens to me when I speak. Vous avez vu ce qui s'est passé avec moi quand j'ai parlé en anglais ce matin, donc je vais vous parler en français pendant le reste du discours et je voudrais remercier les interprètes ici, ainsi que tous les responsables de cette organisation incroyable et de toutes ces réflexions que nous avions ensemble. C'est une occasion incroyable. 5 ans auparavant, lorsque si on vous avait parlé de transition dans la culture, vous nous auriez dit quoi? Mais maintenant, nous nous sommes tous engagés, nous nous sentons tous responsables et nous avons tous un rôle à jouer. Donc, merci beaucoup pour cette organisation et merci de partager ces moments ensemble. Je suis d'abord un auteur et metteur en scène, fondateur de la compagnie La Poursuite du Bleu, qui est très engagé sur les sujets dont on va parler aujourd'hui. Et il s'avère que pendant plusieurs années, après avoir fait une école de commerce qui m'a profondément ennuyé, dont je me suis fait virer en tant qu'enseignant il n'y a pas longtemps parce que je répète ça beaucoup trop souvent, du coup je peux continuer à le dire. Donc après avoir fait cette école de commerce, j'ai pendant plusieurs années exercé un emploi dans le numérique qui n'a strictement rien à voir avec les sujets dont on va parler aujourd'hui. J'avais un confortable CDI et quand ma compagnie a commencé à décoller, je me suis dit ok, je quitte tout, je ne fais que du théâtre, j'ai négocié ma rupture conventionnelle et là j'ai quitté mon emploi et c'était le 30 mars 2020. C'était utile d'avoir un nez aussi grand pour en arriver là. Donc clairement, ça ne s'appelle pas exactement avoir du flair. En tout cas, ce que je peux vous dire et ce qui est sûr, c'est que ça m'a donné beaucoup de temps libre. N'est-ce pas? Comme j'ai eu beaucoup de temps libre en tant qu'artiste, The Shift Project, qui est une association d'intérêt général qui œuvre à éclairer et influencer le débat sur l'énergie et le climat. Normalement, là, j'ai fait la bonne présentation. Donc, The Shift Project m'a proposé de venir filer un coup de pouce sur un travail qu'ils lançaient dans l'association et qu'ils ont humblement appelé le plan de transformation de l'économie française. Voilà. Donc les ingénieurs sont toujours très tranquilles quand ils donnent un nom à leur rapport. Et l'idée, c'était que je travaille sur comment est-ce qu'on respecte les accords de Paris. Donc eux, ils faisaient tous les secteurs et moi, je devais faire la culture. Toute la culture. A priori, c'est compliqué, et clairement, c'est ce que je vais vous dire. Je n'ai pas pu faire toute la culture. On a été une belle équipe à travailler sur ce projet. Mais aussi loin qu'on a été, vous allez voir, on a quand même cerné un petit peu des enjeux importants. Je devais travailler 2 semaines sur ce plan, et ça fait maintenant pas loin de 94 semaines que je travaille sur ce plan, qu'il a été produit et que je le porte. Donc vous êtes au courant si jamais le Shift vous approche pour une mission bénévole de 2 semaines. Voilà, vous savez. Par ailleurs, le travail que j'ai fait au Shift Project et dans ma compagnie La Poursuite du Bleu est transformé dans des cours qui sont destinés aux acteurs culturels, que je donne à l'ICAR, que j'ai donné à HEC, du coup, vous avez compris, et que je donne maintenant à Sciences Po et bientôt au TNS aussi, et bientôt à Dauphine. Donc ça, c'est important pour moi et ma chargée de production, Lucie, dans la compagnie. On travaille à former les futurs professionnels du secteur à ces enjeux-là, et je pense que c'est l'une des clés. On va en reparler. La première partie de mon exposé, je vérifie le timing, la première partie de mon exposé va consister à faire grimper votre consommation de paracétamol. Je vais vous poser un problème. Ça n'a pas à être agréable, ça n'a pas à être positif, même si je ferai preuve d'un peu d'humour pour essayer de rendre ça un peu plus agréable et positif. Mais je veux qu'on garde tous en tête que c'est un problème. Et que la discussion, c'est comme dans Don't Look Up, elle n'est pas obligatoirement sympathique. J'aimerais commencer par définir le problème ainsi. L'énergie, c'est ce qui quantifie la transformation de notre environnement. Vous avez besoin d'énergie pour changer la composition chimique d'un élément. Vous avez besoin d'énergie pour changer la vitesse d'un corps. Appuyez sur l'accélérateur, vous allez voir, vous avez besoin d'énergie.
Vous avez besoin d'énergie et nous avons besoin d'énergie pour chauffer cette salle. Bref, à chaque fois qu'on veut transformer notre environnement, l'unité de mesure en face, c'est l'énergie. Et cette énergie, on est très embêté avec elle parce qu'elle provient nécessairement de notre environnement et on va nécessairement la retrouver dans notre environnement. C'est ça l'énergie, c'est ce que nous dit le premier principe de la loi de la thermo. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ça, c'est l'évolution de notre consommation d'énergie depuis 1900. Et ce que vous voyez en orange, en rouge et en bleu sont les énergies dites fossiles. Ce sont des restes de vie anciennes. Elles mettent un temps très long à se former, mais elles sont parfaitement renouvelables. Il suffit d'attendre entre 10 et 200 millions d'années pour avoir à nouveau du pétrole, du charbon et du gaz. C'est juste l'échelle qui ne nous intéresse pas, mais ces énergies sont parfaitement renouvelables. J'insiste sur ce graphique en vous disant que ce que vous voyez là, c'est que nous ne sommes pas en transition énergétique, nous sommes en addition énergétique. Nous sommes en train de rajouter des modes de consommation d'énergie à ceux qui existaient déjà. Et les deux modes de consommation d'énergie qui ont le plus augmenté entre 2010 et 2020, c'est le pétrole et le charbon. C'est ça que nous dit ce graphique. Mais ce que nous dit surtout ce graphique, c'est la quantité de transformation de notre environnement que nous introduisons, puisque c'est ce que mesure l'énergie. Il n'y a pas d'énergie propre, on pourra en reparler, mais c'est le rôle de l'énergie de transformer notre environnement. Et notre environnement, durant la même période, n'a pas changé de taille. Je vous ai mis l'évolution du diamètre de la Terre. On consomme de plus en plus d'énergie qui sert à transformer notre environnement dans une planète dont la taille est stable à 13 000 km de diamètre. Et ça ne changera pas. Donc, on se retrouve avec de plus en plus de transformation de notre environnement. Plus on utilise d'énergie, plus on fait grossir notre PIB qui mesure ça très bien, plus on se retrouve avec du CO2 dans l'atmosphère, du dioxyde d'azote, du méthane, l'acidification des océans et tout un tas d'autres très bonnes nouvelles. Voilà. On utilise de l'énergie qui mesure la transformation de notre environnement est stable, on utilise de plus en plus d'énergie, on transforme de plus en plus notre environnement. Maintenant, parmi les différentes transformations de notre environnement qui ne nous arrangent pas, il n'y en a pas beaucoup qui nous arrangent honnêtement, hein, mais parmi celles qui ne nous arrangent pas, il y a en particulier le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique est mesuré par la présence de gaz à effet de serre qui, avant, nous garantissait un climat plutôt stable. Le seul problème, c'est qu'à chaque fois qu'on consomme de ces énergies fossiles dont on a parlé, on rajoute de ces gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Du CO2, issu de la combustion des énergies dont on a parlé, du méthane, qui vient essentiellement de nos rizières et de nos ruminants, gaz extrêmement réchauffant, on va y revenir, du dioxyde d'azote, qui vient des engrais azotés quand on arrive à les azoter, quand on n'a pas de problème d'approvisionnement avec le gaz russe, et des gaz réfrigérants, qui sont largement plus réchauffants que tout le reste, et c'est l'une des raisons pour lesquelles climatiser le Qatar n'était pas la priorité du jour. Donc, ce qu'il faut qu'on retienne sur ces gaz à effet de serre, c'est que malheureusement pour nous, ils restent très longtemps dans l'atmosphère. Et quand je dis très longtemps, je veux dire vraiment très longtemps. Le CO2 qui est émis aujourd'hui, vous le retrouverez à 10% de sa composition dans l'atmosphère dans 10 000 ans. Donc je vous propose tous collectivement qu'on arrête de parler de petits gestes. Si vous alliez demain à votre banque prendre une dette pour 10 000 ans et que vous renonciez, je ne pense pas que vous parleriez d'un petit geste. Ne parlons pas de petits gestes. Chaque tonne compte, chaque gramme compte, c'est ce que nous dit le GIEC. Évidemment qu'il y a des ordres de grandeur à connaître, mais l'ensemble de nos activités doit faire cet effort de transformation. L'ensemble. Parce que le changement climatique est cumulatif. Je vous avais dit que j'allais vous annoncer des bonnes nouvelles. Ce que vous voyez ici, c'est la comparaison entre les différents gaz à effet de serre en termes de réchauffement. Si on prend le CO2 comme la base, eh bien, le méthane, le CH4, est 25 fois plus réchauffant sur 100 ans que le CO2. Le dioxyde d'azote est 300 fois plus réchauffant, et j'ai oublié les gaz réfrigérants qui sont 3000 fois plus réchauffants. Je réinsiste sur le Qatar. Ce que je veux vous dire avec ces chiffres, c'est que c'est pour ça, par exemple, que le GIEC insiste sur le fait que faire baisser notre consommation de viande rouge qui émet du méthane, c'est une bonne chose parce que ça fait changer le climat plus rapidement que tous les efforts qu'on peut faire sur le CO2 aussi. Donc je vais beaucoup parler de CO2 et d'équivalent CO2, c'est-à-dire par exemple de méthane et de dioxyde d'azote transformés en CO2, mais c'est juste pour nous donner une idée de l'ensemble. Et plus nous émettons de ce CO2 qui reste très longtemps dans l'atmosphère, et plus le climat se réchauffe. Si on part sur une trajectoire business as usual,
comme disait Giada ce matin, on devrait être dans un scénario plutôt situé entre 4 et 5 degrés de réchauffement climatique. Ce qui, nous allons le voir, ne nous arrange pas du tout. Si on respecte les accords de Copenhague, on devrait plutôt être entre 1,5 et 2. Et ce que vous voyez sur ce graphique, c'est que plus on attend, plus le niveau d'incertitude est très élevé à droite. À 4 degrés de réchauffement climatique, il paraît qu'un tiers des surfaces de la Terre seront absolument inhabitables. À 3 degrés de réchauffement climatique, qui est le scénario médian, c'est l'incertitude alimentaire généralisée, ce qui veut dire dans beaucoup de pays développés que c'est l'armée qui prend le relais sur la logistique. À 3 degrés de réchauffement climatique, l'été que nous venons de passer est probablement l'un des plus frais du siècle. Et même à 2 degrés de réchauffement climatique, vous voyez ici en rouge les zones où je vous déconseille d'investir dans l'immobilier d'ici 2050, parce qu'elles seront submergées tout ou partie de l'année. Je ne vous ai pas montré Arcachon qui est en train de reculer sa ville de 3 km, ou le Marais Poitevin qui va devenir très compliqué d'accès, ou Bordeaux qui va devenir une station balnéaire où on n'aura pas envie de passer nos vacances. Donc ça, c'est juste pour se dire, ça n'est pas au Pakistan, ça n'est pas loin dans le temps et dans l'espace, c'est demain, chez nous et partout. Ça va la consommation de paracétamol? Je vérifie. L'énergie abondante jusqu'à quand? Donc, on a vu qu'on consommait de l'énergie, que cette énergie, plus on en consomme, plus on transforme notre environnement parce que c'est ce qu'elle mesure, et que parmi les transformations pas très sympathiques, il y a ce changement climatique parmi tant d'autres. Le seul problème, c'est qu'en plus, ces énergies qui mettent des temps très très longs à se former, elles sont en train de se raréfier. Depuis 2008, le pétrole qui est facile à aller chercher, celui qu'on allait trouver en Irak, celui qu'on allait trouver en Arabie Saoudite, il est en déclin en termes de production de quasiment 10% par an. Donc ça va très très vite. Du coup, on va chercher d'autres sources, comme a pu le faire Barack Obama aux États-Unis en allant chercher par exemple du pétrole de schiste avec du forage, etc. etc. Sauf que ces pétroles-là aussi, ils arrivent à un déclin très rapide. L'Arabie Saoudite, avant qu'on lui demande d'augmenter sa production de pétrole, suite aux arrangements diplomatiques qui nous arrivent, annonçait son pic pétrolier pour 2027. Ça veut dire, je le redis, qu'à partir de 2027, l'énergie qui multiplie par 500 notre puissance va se raréfier. Et que quand on regarde à l'échelle globale les chiffres avancés par Reichstadt ou par l'Agence internationale de l'énergie, on nous annonce que gaz et pétrole confondus vont atteindre leur pic de production en 2030. Donc j'insisterai là-dessus, la question n'est absolument pas de savoir si on va faire la transition, qu'on ferait mieux d'appeler la transformation a priori. La transformation va se faire. La seule question qui mérite d'être posée ici pendant les ateliers qu'on mène, c'est comment on veut le faire. C'est la seule question qui mérite d'être posée. Je fais un résumé de la joyeuse situation dans laquelle nous nous trouvons. Toutes nos activités sont soumises à une double contrainte carbone. Nous consommons de plus en plus d'énergie, essentiellement d'origine fossile. Cette énergie va se raréfier en termes de production et par ailleurs, elle aggrave un changement climatique avec lequel on n'a pas du tout envie de s'arranger. Donc pour faire très court, nous devons respecter les accords de Paris de façon très franche. Et ça veut dire faire baisser notre consommation globale d'énergie. Donc ça veut dire nous réorganiser collectivement pour y arriver. Ce que fixe comme trajectoire les accords de Paris, c'est 2 degrés. Ce qui veut dire 2250 gigatonnes de CO2 aujourd'hui, et on est limité à 3000 gigatonnes d'ici 2100. Donc je le redis, ça veut dire que concrètement, il va falloir qu'on émette le 10e de ce que nos grands-parents ont émis, à peu près, en ordre de grandeur. Et vous le savez, on n'est pas en avance. Donc on a un vrai défi organisationnel. Ce défi organisationnel, si on le ramène à une échelle individuelle, ce qui a plein de défauts par ailleurs, mais si on le ramène à une échelle individuelle, ce qu'on voit sur ce graphique, c'est qu'il va falloir passer, par exemple, pour un Français moyen, d'à peu près 10 tonnes équivalent CO2 à l'année, à plutôt 2 tonnes équivalent CO2 à l'année. Donc il va falloir qu'on fasse des choix assez radicaux dans l'organisation de nos mobilités, de nos logements, nos biens et services, de notre alimentation, de nos services publics. Bref, il faut un plan. Je pense que si on espère que les choses vont se faire sans planification, on tape à côté. Je dis pourquoi. Je vais vous donner un exemple très simple qui permet de visualiser ce que je suis en train de vous dire par rapport à ce besoin de planification. Vous avez 3 manières de faire baisser la consommation énergétique de votre voiture. La première, vous demandez au fabricant de la voiture, s'il vous plaît, faites en sorte que ma voiture consomme moins, ça s'appelle l'efficacité, et il va faire des voitures, par exemple, plus légères,
C'est pas ce qui se passe en ce moment, mais ce serait bien. Il va faire des voitures plus légères, plus efficaces, avec des motorisations plus performantes, etc., etc. Ça, a priori, ça s'organise. A priori. La deuxième, vous décidez de changer les usages. Donc, vous réinventez votre rapport à votre voiture. Vous dites, j'ai pas besoin de ma voiture tout le temps. Je vais la partager avec mes voisins. On va faire plus de covoiturage, etc., etc. Pareil, a priori, ça s'organise. La troisième, notre président a, il n'y a pas très longtemps, parlé de sobriété volontaire. Ça ne veut rien dire. La sobriété involontaire, ça s'appelle la pauvreté. La sobriété involontaire, ça veut dire le prix du pétrole est tellement cher que vous ne pouvez plus conduire votre voiture. C'est ça la troisième solution pour la transition qui va s'organiser. Donc, on a besoin d'un plan. Sinon, on va subir. Ce qui se passe dans beaucoup de lieux. Parce que le travail du Shift est essentiellement tourné vers le climat et l'énergie, je vais beaucoup parler de CO2. Le CO2 est un indicateur imparfait. Si demain on construit des bulldozers bas carbone, je pense qu'on n'aura pas fini d'interroger la finalité de ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'on peut être d'accord là-dessus? Sur le fait que c'est un indicateur imparfait et que ce que ça nous donne dans un monde qui dépend à 80% d'énergie fossile, c'est juste une bonne idée de la consommation d'énergie qu'on doit réaliser. Ça n'est absolument pas juste de mettre des éoliennes et des panneaux solaires pour recommencer tout comme avant. Donc le CO2 est juste un outil qui va nous permettre d'interroger la finalité de ce qu'on fait dans la culture pour aujourd'hui et dans tous les autres secteurs pour le reste. Quand on a commencé le travail du Shift Project sur l'impact de la culture, on a eu très souvent la réaction de la culture, ça n'est pas grand-chose. Ça n'est que 2,3% du PIB, ce ne sont que 600 à 700 000 emplois, etc. À échelle européenne, c'est à peu près pareil. Et donc on vit dans cette illusion que la culture ne représente pas un impact majeur. Je crois que tous collectivement, on est plutôt revenus de ça ces 2-3 dernières années. Mais pour le dire le plus simplement du monde, le découpage du monde en petites parties, qui est un héritage cartésien très fort dans notre pensée, ne nous dit pas les interactions entre les parties. Il nous fait oublier que le monde interagit en permanence, que toutes les parties du monde font partie de l'ensemble. Je précise ma pensée. Le tourisme, c'est 8% du PIB en France. Sans patrimoine culturel, qu'est-ce qui reste du tourisme? Le numérique, c'est 5,5% du PIB en France. Sans la culture, qu'est-ce qui reste du numérique? Je peux vous répondre, c'est la pornographie. Et en fait, la pornographie fait partie de la culture parce que c'est de la production et de l'édition audiovisuelle. On ne sera pas tous d'accord, mais en tout cas, c'est dans les codes NAF supervisés par notre ministère. Donc, c'est au cœur de nos sujets. Ensuite, si on regarde par exemple les transports, on va y venir, c'est une cause de mobilité extrêmement importante. Bref, peu importe l'angle par lequel on prend le problème, on arrive très vite à la conclusion que la culture doit changer. C'est le client de tout ça. Donc ce qu'on a fait au Shift Project et l'essentiel du travail que je vais vous présenter là, qui ressemble beaucoup au travail mené de façon absolument géniale par Julie's Bicycle ailleurs, c'est de passer beaucoup de temps à transformer les métiers que nous faisons tous les jours en flux physiques pour comprendre à quel point on a besoin d'énergie. Et c'est vrai qu'on a cette illusion que la culture ne représente pas grand-chose. Quand vous regardez ici, par exemple, c'est que 320 kg dans l'empreinte moyenne d'un Français. Donc, en gros, ça doit être dans les loisirs et ça va. Ou alors, c'est sport et culture là-haut. Pas tout à fait, évidemment, on va y venir. J'aimerais juste préciser une autre chose. La raison pour laquelle on a tant envie de faire cette transformation, c'est parce que, comme je l'ai dit, nos énergies fossiles, elles se raréfient à vitesse grand V. Or, dans la culture, vous avez 600 000 à 700 000 personnes qui travaillent en France. Et les 2/3, c'est des contrats courts, ou des contrats intermittents, ou des contrats à temps partiel. Si jamais il y a des chocs, on peut être sûr que si on n'est pas formé aux enjeux de transition pour organiser tout ça et qu'on subit les chocs, on est tous en train de se former collectivement au chômage partiel. Ce que je vais vous montrer là, à travers le travail qu'on a fait au sein du Shift Project, c'est les interdépendances qui nous intéressent. Parmi ces interdépendances, il y a les mobilités. En fait, culture et loisirs, c'est la 3e cause de mobilité des Français. C'est juste derrière le travail et les achats. Travail à 25%, achat à un peu plus de 20%, culture et loisirs à un peu moins de 20%. Je suis d'accord avec vous si vous me dites que culture et loisirs, c'est un peu large et que ça prend autant en compte aller voir Kylian Mbappé au Parc des Princes que d'aller voir un spectacle dans un théâtre national. Je suis totalement d'accord, mais ça nous donne une bonne idée de l'impact général. Quand on regarde un bilan carbone comme celui des vieilles charrues, alors, je m'explique. À chaque fois qu'on produit des données au sein du Shift Project, on se base sur les données qu'on trouve en ligne.
Du coup, on ne peut pas dire qu'on a fait le bilan carbone de l'événement, mais qu'on a fait le bilan carbone d'un événement qui ressemble et basé sur beaucoup de données de l'événement en question. Par exemple, pour l'alimentation, les vieilles charrues expliquaient sur Internet le nombre de kilomètres de saucisses consommées à chaque festival. Comme on connaît la longueur moyenne d'une saucisse, on peut faire une division et calculer le nombre de repas et les émissions associées, etc. Donc, en gros, ce sont des données qui sont basées en moyenne. Je sens que ça ne vous intéresse pas du tout, ces calculs-là, que ça vous passionne pas. En gros, ce qu'on peut se dire, c'est qu'avec les données qu'on trouve en ligne, on peut faire des estimations. On a fait une estimation sur le transport des festivals, et vous voyez que des festivaliers, pardon. Donc, transport des festivaliers, transport des œuvres et des équipes artistiques, vous voyez que c'est les principaux pôles d'émission. Sur le transport des festivaliers, on n'est pas surpris, vous allez me dire. Mais ce qui m'intéresse particulièrement maintenant, ce que je vais vous proposer qu'on fasse ensemble, c'est qu'on va zoomer dans la partie transport des festivaliers. Vous êtes prêts ? 60% des émissions, c'est dû aux 3% de spectateurs qui prennent l'avion. Donc pour rappel, juste avant la crise des Gilets jaunes en France, on a décidé de continuer à ne pas taxer le kérosène et de taxer la voiture de celui qui a besoin de de taxer l'essence de celui qui a besoin de sa voiture tous les jours. Et c'est une mesure injuste et inégalitaire. Quand on regarde les données sur la plupart des grands événements, quand on regarde les données sur la plupart des empreintes carbone, quand on regarde les données en termes d'inégalité sociale sur les usages de la voiture et de l'avion, c'est une mesure inégalitaire. Ce que je veux vous dire là, c'est donc que plus on est dépendant du lointain, et plus les émissions montent en flèche. Et clairement, je vais le répéter après, mais la croissance des jauges fait croître de façon disproportionnée les émissions de gaz à effet de serre. Toujours sur les transports, là c'est le bilan carbone anonymisé d'une scène nationale. Je ne peux pas vous dire laquelle c'est, mais en ce moment c'est pas facile pour elle. Les déplacements, ça représente à peu près 40% du bilan carbone. Et c'est à peu près ce qu'on va retrouver partout. Vous allez voir que les déplacements, c'est à peu près toujours la première ou la deuxième cause d'émissions de gaz à effet de serre. On a parlé du numérique tout à l'heure, et comme je vous le disais, la quasi-totalité de la bande passante, c'est de la culture. Et il faudrait rajouter là-dedans tous les lives que les artistes donnent sur les réseaux sociaux, qui doivent représenter une grosse partie de autres, avant nos mails, Wikipédia, tous les sites d'actualité qu'on consulte. Et il faudrait aussi qu'on sache un petit peu plus précisément quels sont les usages culturels dans autres. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ça, c'est avant qu'on multiplie par 150 nos besoins de données en développant le métaverse et la réalité virtuelle, qui est un choix de société. Et pour l'instant, ce choix, on ne l'a pas pris. Comme je le disais gentiment tout à l'heure, la 5G va nous permettre d'aller plus vite, mais on n'a pas décidé où. Quand on regarde du côté des bâtiments et énergie, je vais reprendre le bilan carbone que je vous ai montré juste avant, et j'aimerais insister sur une chose. Ce bilan carbone, il traduit une énorme dépendance. Donc ce que vous voyez là à droite, énergie, c'est le bâtiment en fait. C'est essentiellement le chauffage au gaz et au fioul de ce bâtiment. Et en fait, ce bilan carbone, il date d'il y a plusieurs années. Et la chargée de RSE du lieu a dit qu'il faut absolument organiser la transition. Et dans ce lieu, aujourd'hui, on rencontre des chocs énormes à cause des montées des prix et bientôt à cause du manque de ressources. Je vous donne un exemple très concret. À la Filature à Mulhouse, pas très loin d'ici, une grande scène nationale. À la Filature à Mulhouse, en ce moment, la facture d'électricité est en train d'exploser, donc gaz et électricité et fuel, tout confondu. Elle est en train d'exploser et d'atteindre à peu près 500 000 € de budget supplémentaire. Les deux décisions qui sont en discussion en ce moment même, pendant qu'on se parle, c'est fermer le lieu plusieurs jours par semaine pendant l'hiver, supprimer le poste de RSE puisque la personne s'en va, de chargé de RSE puisque la personne s'en va, et donc on décidera de ne pas la remplacer pour faire des économies. C'est bien ce que je disais tout à l'heure sur le fait que si on n'organise pas, clairement, on va avoir un petit problème dans les chocs à venir. Je vous ai mis ici une photo de l'Opéra de Dijon que j'ai visité il n'y a pas très longtemps, et dont le directeur m'a expliqué qu'il a été pensé par son architecte pour ressembler à un piano vu du ciel. Moi, je ne suis pas convaincu, à titre personnel. Ce que je sais en revanche, c'est que tout ce que vous voyez à gauche du gazon, cette grande aile, a été conçu sans avoir d'usage pensé. En d'autres termes, il faut chauffer un immense bâtiment et une immense partie de ce bâtiment alors qu'il n'a pas d'usage dédié. Et donc, évidemment, pour chauffer l'ensemble de l'espace, ça consomme une énergie absolument folle. Je vais vous dire ce que je trouve le plus triste dans cette histoire, c'est que les Dijonnais qui vivent sur Terre n'ont aucune idée que leur opéra ressemble à un piano vu du ciel. Quand on regarde l'alimentation,
on voit que sur les grands événements, clairement, l'alimentation, c'est un poste significatif. Donc vous voyez là sur un festival comme les Vieilles Charrues, on se comprend, on voit que l'alimentation, c'est à peu près 2000 tonnes équivalent CO2, donc ça fait 1 millier d'allers-retours Paris-New York en avion à peu près. Et en fait, tout ça, c'est juste sur un week-end. Et ce que je veux dire avec cet exemple, c'est pas que c'est bien, c'est pas bien. Ça veut dire qu'il y a une dépendance derrière. Ce que je veux dire avec cet exemple, c'est que si on réorientait la demande alimentaire de ces grands événements, on pourrait vraiment booster la transition dans d'autres secteurs, et en particulier dans l'agriculture sur nos territoires. C'est un levier qui est intéressant. Bref, ce que je veux vous dire, c'est que si on consomme des énergies fossiles qui transforment de plus en plus notre environnement, et que parmi ces transformations, ça change le climat, et qu'en plus, ces énergies fossiles vont disparaître, et que, a priori, pour toutes ces bonnes raisons, il faut qu'on change nos transports, nos mobilités, nos bâtiments, notre industrie, notre consommation énergétique, nos usages numériques, et je suis désolé de la vitesse à laquelle je parle pour nos traducteurs, traductrices, il va falloir réinventer la culture. Quelques risques associés. Donc, comme je vous dis, la culture est soumise à la double contrainte carbone que j'ai présentée, le réchauffement climatique et des énergies fossiles qui se raréfient, et que c'est aussi, le bilan carbone, un bon indicateur de votre niveau d'exposition aux crises sanitaires. Je donne un exemple. Ça, c'est un petit musée parisien qui a un bilan carbone de 4 millions de tonnes équivalent CO2, ce qui, à ma connaissance, est le plus gros bilan carbone d'établissement public. Je cite le bilan carbone du Louvre. Ça m'intéresse parce que 99% de ces émissions proviennent des déplacements des visiteurs chinois et américains. On peut débattre, est-ce que c'est juste d'attribuer autant des émissions des visiteurs chinois et américains sur le Louvre? Mais toujours est-il que c'est ça la principale source d'émissions. Ça dit le risque du Louvre quand les chocs énergétiques vont arriver. C'est ça que ça raconte. Je vous en parle parce que clairement, pour l'instant, on est toujours sur cette logique de rayonnement international, et que c'est un vrai sujet en termes de mission dans les années à venir si on continue de l'appréhender comme ça. J'insiste, hein, je ne dis pas qu'il faut renoncer au rayonnement international. Ce que je veux vous donner comme exemple avec ça, c'est que le Louvre est l'établissement public qui a le plus gros bilan carbone à ma connaissance. C'est celui qui a reçu le plus de subventions pour faire face à la crise Covid. En fait, les deux sont parfaitement corrélés parce que plus vous avez besoin du lointain, plus votre bilan carbone est élevé, et plus vous avez besoin de flux physiques nombreux, plus vous êtes à risque d'un point de vue sanitaire. Donc évidemment que repenser le rapport au local et le ralentissement va nous permettre de faire face à l'ensemble des crises dont on parle. Donc on peut caractériser les risques qui sont croissants par le fait qu'on a besoin de plus en plus de flux physiques et qu'on est de plus en plus dépendant du lointain. Ça, c'est l'évolution de la fréquentation des Vieilles Charrues entre 1996 et 2019. Éloquent, non? Une croissance pareille, en physique, on appelle ça une instabilité. Ça, c'est l'évolution de la fréquentation du Hellfest. Je vous ai mis où est le monde d'après pour qu'on soit tous d'accord. Et parce que je suis un petit peu taquin, j'ai mis Wheel of Green. Par ailleurs, on n'est pas très bon à mesurer les risques que nous encourons. Ce n'est pas notre spécialité. J'ai des étudiants qui ont mené une étude là-dessus il y a 3 ans, 2 ans et demi. Je suis en train de me mettre un petit coup de vieux. Il y a 2 ans. L'idée, c'était de sonder des professionnels et des étudiants du secteur sur est-ce qu'ils sont formés au social, au sociétal, à l'environnemental. Moi, je trouve que c'est éloquent, à titre personnel. Et du coup, quand on leur demande est-ce que réduire les déchets, ça va jouer un rôle significatif sur le climat, ils disent oui à 81%, comme toutes les directions de beaucoup de grands festivals qui ont travaillé très dur sur ces sujets pendant 20 ans et pour tout un tas de bonnes raisons. Mais la bonne réponse, c'est que les déchets, ça représente moins de 1% de leur bilan carbone. Que c'est très bien de travailler dessus pour la biodiversité, pour la qualité des sols, pour la qualité de l'eau, même pour la qualité de l'air, mais que ça ne nous permet pas de nous aligner avec les accords de Paris ou avec des chocs énergétiques. Bon, que fait la culture? Alors, comment est-ce qu'on la transforme? Parce que c'est quand même pour ça qu'on est là tous ensemble, il paraît. On propose 2 axes principaux de transformation. Après, je vais rentrer dans le détail des mesures. Mais d'abord, j'aimerais vous présenter les 2 axes de transformation. Le premier, c'est celui-là, parce que comme je le disais tout à l'heure à Chiara, il y a 40 000 étudiants qui sortent de l'enseignement supérieur culturel chaque année en France. Le secteur emploie 500 000 personnes, ça veut dire qu'en 10 ans, on peut avoir formé la moitié des gens. Voire la quasi-totalité des gens. Non, du coup, c'est la totalité des gens, pardon. Vous ne me suivez pas, hein, vous me reprenez même pas. Donc oui, la quasi-totalité des gens. Ça veut dire aussi que si en plus on met de la formation continue en même temps, on agira très fort sur le sujet. Pourquoi je dis ça?
Parce que c'est impossible d'imaginer des politiques publiques ambitieuses sur ces sujets-là si en même temps on ne fait pas ça, si en même temps on ne fait pas la formation. Je vous donne un exemple. À la région Île-de-France, il y a un éco-bonus sur les tournages. Si vous prenez des décisions qui sont intelligentes par rapport au sujet qui nous intéresse, la région vous donne des aides pour réaliser votre tournage. C'est formidable, mais qui suit que ces dépenses sont intelligentes par rapport au problème énergie-climat? Je peux vous répondre, c'est un salarié de l'ADEME. Et sur les tournages où on essaye de passer au régime végétarien, ça dure 2 jours parce que les techniciens s'opposent de façon frontale à la décision. Même sur le tournage de L'Effondrement, série hyper engagée sur Canal+, il y a eu du trafic de saucissons. Donc ce que je veux vous dire, c'est que tant qu'on ne forme pas, on ne peut pas envisager des décisions plus importantes. Et d'ailleurs, dans les villes où il se passe le plus de choses sur ces sujets, comme à Rennes notamment, ce qu'on voit et qui est intéressant, c'est qu'on forme et ensuite on laisse les gens s'auto-évaluer et à la fin on espère mettre en place des bonus et des malus. Sans formation, je ne crois pas qu'on arrivera là. Je pense que c'est la dernière pierre dont on a besoin. Voici les grands axes de transformation que nous proposons au sein du Shift Project. Et ce que je vais faire, pour vous remonter un peu le moral, parce que j'ai bien conscience que j'ai travaillé dur avec vous, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer des exemples concrets à travers chaque mesure, chaque dynamique de mise en œuvre qu'on a imaginée. Quand on parle relocalisation, par exemple, on parle du fait qu'au Théâtre National de la Colline, pendant des décennies, les entrepôts de décors étaient situés en Normandie. Or, l'impact du fret des décors, c'est les kilomètres parcourus, le nombre de véhicules sur les routes, les masses déplacées. Ce qui, par ailleurs, vous permet de comprendre que la tournée écologique de Coldplay avec 40 semi-remorques sur les routes chargées à 20 tonnes n'était pas une tournée écologique. Donc, ce qui nous paraît intéressant, c'est que là, ils ont rapatrié directement tous leurs entrepôts à Paris et en région parisienne, et du coup, ils ont réduit par quasiment 90% les émissions associées au trajet des décors et des costumes. Je parle relocalisation toujours avec Jérôme Bel pour déclarer les conflits d'intérêts. Je suis membre du bureau de la compagnie. Dans la compagnie de Jérôme Bel, il n'y a plus d'avion. Je pense que vous connaissez l'exemple. Cela dit, Jérôme Bel a décidé de filmer les répétitions et d'envoyer le film du spectacle à des chorégraphes et metteurs en scène sur d'autres continents. Et en France, aux États-Unis, en Asie, dans tous les cas, les spectacles ils tournent en train. Donc on peut critiquer la position de Jérôme Bel, sa radicalité, etc. Mais ce que je sais avec certitude, parce qu'on a fait les chiffres ensemble, c'est que depuis que Jérôme Bel a pris cette décision, 1, ces spectacles n'ont jamais autant tourné, 2, son empreinte carbone a réduit de quasiment 99%. Et quand j'ai dit à Jérôme Bel, mais c'est révolutionnaire ce que tu es en train de faire, il m'a dit pas du tout. Toi, dans le théâtre, c'est la base. Tu as joué dans du Steinbeck, mais tu n'as jamais croisé Steinbeck. Toujours relocalisation avec le fait de créer des emplois soutenables. C'est en ce moment en discussion à la Gaîté Lyrique pour créer une ressourcerie numérique. C'est en ce moment déjà le cas au théâtre de l'Aquarium, où on a créé une ressourcerie avec un emploi dédié toute l'année pour former les compagnies qui passent à l'éco-conception, leur donner les moyens de produire des scénographies sans rien acheter de neuf et leur apprendre des méthodes de création qui vont être soutenables à l'avenir. Oh, c'est ma compagnie. Quand vous allez venir au Théâtre de l'Œuvre de janvier à avril voir Coupure, mon dernier spectacle, voilà, la promotion est terminée. Quand vous allez venir voir ce spectacle, à la sortie, on vous donne un petit papier. Soit vous pouvez le planter, soit vous pouvez l'utiliser comme une monnaie locale qui vous permet d'acheter du bio, du local, du vrac, dans des commerces qui ne sont pas très loin de chez vous et du théâtre. L'idée, c'est juste de décloisonner et de relocaliser les consommations de nos spectateurs. Je ne sais pas comment vous faites pour traduire tout ça. Donc voilà, l'idée, c'est qu'en fait, les commerçants avec qui on signe cet accord, ils sont intéressés parce qu'on amène des spectateurs de chez nous dans leur commerce. Et nous, on est intéressés évidemment parce que les commerces, ils parlent de notre spectacle et qu'ils le font connaître. Donc tout le monde y gagne. Mais c'est juste que là, on a inventé en gros un coupon de fidélité. C'est l'équivalent d'une monnaie locale fabriquée par la compagnie. Je parle beaucoup de ralentissement parce que je crois que c'est l'une des clés et qu'en fait, on ne va pas avoir le choix. Si vous utilisiez 1 litre de pétrole dans votre voiture pour aller le plus loin possible, il vous faudrait plus d'1 mois pour revenir à votre point de départ.
Ce que je veux dire par là, c'est que quand on a compris qu'on va se priver d'une énergie qui multiplie par autant notre puissance, il paraît assez logique qu'à la fin on fasse moins de trucs. Et c'est peut-être pas très grave. Si vous allez à la Maison des Métallos aujourd'hui, ce qui se passe à la Maison des Métallos, c'est qu'en fait, vous avez obligation de produire du lien quand vous êtes artiste. Vous devez travailler avec les associations du territoire, mais vous n'êtes absolument pas obligé de produire un spectacle. Et ça, c'est un changement radical dans la manière dont on appréhende le travail. Et je vous avoue que pour moi, c'est une question d'avenir aussi, parce que je trouve que ça n'a aucun sens, même si je suis encore obligé de faire des centaines de kilomètres pour aller jouer une fois quelque part, ne parler à personne, me faire applaudir et rentrer chez moi. Et je ne pense pas qu'on y perde à produire moins et à faire mieux les choses. Allô ? Côté Organic Orchestra, je vous parle de ça parce que c'est une compagnie qui en fait, se déplace sur un territoire, sur un département, à partir du moment où elle a vendu au moins 8 dates. Et le dispositif que vous voyez là est totalement déplacé à vélo et il consomme moins d'1 kWh, donc l'équivalent de votre four pendant 1 heure, pour fonctionner. Et du coup, toutes leurs tournées se font à vélo, le décor est éco-conçu pour rentrer directement dans de la vélogistique ou de la cyclogistique. Et comme vous voyez, c'est très peu consommateur d'énergie et surtout, on déplace les artistes plutôt que les spectateurs. Et ça aussi, c'est une très bonne mesure de ralentissement et de baisse des émissions associées. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est des cas assez évidents, mais il est certain que quand vous passez du pétrole pour passer à une logistique totalement à vélo, vous ralentissez très fort et vous faites baisser très fort vos émissions de gaz à effet de serre. Et vous êtes aussi obligé en parallèle de mieux penser la façon dont vos scénographies fonctionnent, sont mutualisées, etc., etc. Ça vous aide à repenser aussi le lien avec le territoire. Je pense que Thierry Leonardi vous en parlera beaucoup mieux que moi, mais il a été à l'origine de la création d'un outil qui s'appelle EDEOS et qui, à l'Opéra de Lyon, est un outil de décision pour la création de scénographie. Et ça permet de mesurer l'empreinte carbone de chaque décor, mais aussi son impact sur la biodiversité, sur les ressources non renouvelables et sur la santé humaine, si j'ai rien oublié. C'est bon, Thierry me dit c'est bon. J'aimerais pas passer pour celui qui a tout compris, parce que j'ai pas tout compris, et surtout pas du premier coup. Dans ma compagnie, on s'est bien planté quand on a commencé à vouloir faire de l'éco-conception. Le premier truc qu'on a dit, qui avait l'air d'une idée géniale sur le papier, c'était qu'on allait faire que des décors biosourcés, qu'on n'allait rien acheter de neuf, et que c'est comme ça qu'on allait y arriver. Avec ma scénographe, on s'est retrouvé avec une magnifique scénographie en bois qui pesait 3 tonnes et qu'on ne pouvait déplacer qu'en semi-remorque. On s'est planté. Depuis, ce qu'on a décidé de faire avec ma scénographe, c'est que en fait, les grands châssis que vous voyez là, qui font 3 mètres de haut, tout est démontable, tout est dévissable, et ça rentre dans le plus petit véhicule utilitaire possible. Donc en fait, on travaille à ne pas acheter de neuf ou le moins possible, décors, costumes, accessoires. On travaille à ce que tout soit démontable pour rentrer dans le plus petit véhicule possible. En plus, ça fait faire des économies, c'est pas mal. Et on travaille également sur le fait que le décor doit être le plus léger possible. Si on devait comparer les deux tournées, en fait, on a divisé par 10 à peu près les émissions de CO2 par kilomètre. Donc ça, c'est vraiment un levier qui est intéressant. Allez, je passe assez vite. Oh, c'est moi encore. Non, j'aimerais vous dire un truc, c'est que sur les 1500 compagnies qui vont intégrer les enjeux de mobilité, c'est la clé. Pardon. Intégrer les enjeux de mobilité, c'est aussi une des clés. Sur les 1500 compagnies qui vont à Avignon chaque année, il y en a 1100 qui sont situées sur la même ligne de chemin de fer. Ça veut dire qu'en gros, ça n'est qu'une décision commune d'organiser le fait que ces 1100 compagnies organisent du fret ferroviaire plutôt que de mettre leurs techniciens et leur matériel en danger sur les routes, à faire des kilomètres dans des conditions insoutenables, autant du point de vue de l'énergie et du climat que du point de vue des conditions de travail. Ça, on peut le faire. On peut faire de la logistique de premier et de dernier kilomètre et diviser par 30 à peu près les émissions de CO2 associées au transport des décors. Et oui, il faudra renoncer à certaines pratiques comme le streaming. Le Théâtre Nouvelle Génération à Lyon, qui est le CDN en charge de l'innovation en France, a dit que le numérique était un outil, et un outil seulement, que cet outil peut être bien utilisé, mais que par contre, ce qui serait intéressant, c'est de dire qu'on fait du spectacle vivant, avec des gens vivants dans la salle, et que si on utilise du numérique, c'est uniquement au plateau avec les artistes, et pas pour rajouter des consommations énergétiques en streaming. J'aurais beaucoup à dire sur le numérique, Camille le sait, mais je vais me retenir parce qu'on arrive au bout du temps imparti. Et par ailleurs, vous avez des festivals qui commencent à s'organiser pour faire venir les artistes uniquement en train. C'est le cas du Sarcus Festival, dont certains artistes
on fait 24 heures de trajet pour venir, et c'est devenu aussi un élément de communication pour eux. Je ne vous ai pas montré d'exemple sur réduire les échelles parce que j'en ai pas. Personne ne le fait. Et pourtant, c'est un enjeu majeur, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, quand on multiplie la jauge d'un festival par 10, on multiplie ses émissions de CO2 par 30 ou 50, parce qu'on devient beaucoup plus dépendant du lointain. Ce qui s'est passé au Hellfest cet été est un parfait exemple de là où il ne faut pas qu'on aille, parce qu'en devenant trop dépendant du lointain, on crée des modèles qui sont extrêmement à risque dans les années qui viennent. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on pourrait faire pour subdiviser cet événement en plusieurs événements ou faire autre chose. On est quand même dans une région qui ne pouvait pas utiliser l'arrosage pour les agriculteurs à cause du risque de sécheresse, et on a dû utiliser des brumisateurs pour rafraîchir le public et limiter les malaises. Ok, j'arrive à la manière dont on appréhende les choses. Ce qu'on a proposé, parce qu'au début, quand on nous a dit il faut faire la transition, on nous a répondu la plupart du temps oui, mais la transition, ça coûte cher. Et ce qu'on a dit, c'est que pas toujours. Et on a essayé de proposer une typologie de transformation pour aider les acteurs à se repérer, à voir ce qu'ils peuvent commencer à faire aujourd'hui, ce qu'ils devraient commencer à faire demain avec l'aide des pouvoirs publics, et puis les choses qui vont être beaucoup plus longues et organisationnelles. Il y a des mesures qui sont transparentes. Typiquement, végétaliser votre alimentation autant que possible pour les enjeux de méthane dont j'ai parlé tout à l'heure. Végétaliser votre alimentation, c'est un levier énorme sur les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que ça change mon métier d'auteur et metteur en scène? Ça fait plutôt baisser la facture de régie de la compagnie quand on est en création, et ça divise par à peu près 10 nos émissions de gaz à effet de serre. Je suis désolé, mais le coût de ça, c'est 0. Le seul coût, c'est identitaire. Ça change nos habitudes. Ça nous bouleverse un petit peu dans l'organisation. Mais le coût de ça, à l'échelle d'une structure, c'est souvent 0. Si en plus, ah si, il y a un coût quand même. J'ai plus d'énergie après les repas. Si en plus de ça, on décidait de mettre en place des transformations dites positives, c'est-à-dire qui entraînent la transition dans d'autres secteurs. Par exemple, je végétalise mon alimentation, mais je vais aussi faire du bio et local. Ça, pour le coup, ça va peut-être coûter un peu plus cher. Mais ça va entraîner la transition dans d'autres secteurs, et donc les pouvoirs publics ont intérêt à m'aider. Par exemple, si je décide qu'on veut ensemble faire arriver l'ensemble des décors des compagnies au Festival d'Avignon par train, a priori, ça peut être une chouette idée que les DRAC et le ministère m'aident à le faire, parce que ça va permettre de rentrer dans le plan de retour du train en France. Je crois que c'est France 2030 ou 2035, je ne sais jamais. Les mesures qui sont dites défensives, c'est j'abandonne. J'y vais pas parce qu'on est en train de créer des nouvelles consommations énergétiques très fortes. Le métaverse, la réalité virtuelle. J'insiste, mais un film en réalité virtuelle, si c'est de la réalité virtuelle filmée, ça consomme 160 fois plus de données qu'un film HD sur YouTube. Ça n'est pas soutenable. Ça demande des consommations supplémentaires, ça demande de l'électricité supplémentaire, et ça ne rentre pas dans la case accord de Paris. Donc, peut-être abandonner certaines opportunités, en tout cas dans leur déploiement à grande échelle. Et il y a des transformations beaucoup plus profondes qu'on propose, type, je vais diviser la jauge de mon festival. Là, je suis obligé de m'organiser sur le long terme. Là, ça demande des efforts considérables, et c'est à ça qu'on va s'atteler. On a fait des simulations, et sur le bilan carbone de notre grand festival, on a dit, OK, imaginons, on prend toutes les mesures transparentes et positives, on met en place du covoiturage, on végétalise l'alimentation, etc., etc. On fait un peu de mutualisation sur les décors, on voit que ça ne fait pas tout le chemin. Ça fait une petite partie du chemin, c'est nécessaire, mais ça ne fait pas tout le chemin. Ensuite, on s'est dit, OK, on va aller beaucoup plus loin, on va réorganiser les scénographies. Si on fait venir des artistes, on les partage, on les mutualise, etc., etc. Donc là, carrément, on va changer nos métiers. On va changer nos sources d'énergie, etc., etc. Là, pour le coup, on arrive à faire baisser les émissions d'à peu près 50%. Donc j'insiste, si on ne fait pas un changement organisationnel profond, on ne respecte pas les accords de Paris. Le défi ne sera pas relevé. Le défi sera relevé qu'à partir du moment où on commence à dire « Ok, en fait, je change le fonctionnement de mon festival et je vais faire plus de petits événements. » Par exemple. Je ne dis pas que c'est la seule solution, mais je dis que c'est sûr qu'on va arriver à des mesures organisationnelles beaucoup plus profondes. Et les acteurs en ont parfaitement conscience. Ça, c'est un travail qui a été mené par la collaborative en lien avec le ministère du Travail et qui nous dit en gros que à peu près les 2/3 des acteurs culturels sont convaincus que ça va passer par une refonte totale des modèles de production et de diffusion. C'est plutôt une bonne nouvelle, je crois. Je veux vous dire que c'est un problème systémique et que ça exige des changements qui sont systémiques.
Si jamais quelqu'un arrive avec une solution simple à vous proposer, je vous propose de fuir. Vous allez gagner un temps extrêmement précieux. Par ailleurs, la discussion n'a pas à être sympa, pas quand on pose le problème. Je ne crois pas que ce soit sympa parce que je pense que si on a vraiment les bonnes discussions, on a des discussions qui proposent de changer notre manière de travailler. Et si on a ces discussions-là, il va y avoir de la friction parce que ça va devenir identitaire. Ce qui est dur, c'est pas de végétaliser son alimentation. Ce qui est dur, c'est d'abandonner le livre de recettes de votre grand-mère. C'est ça qui est difficile. Ce que je veux dire par là, c'est qu'a priori, si la discussion est sympa, c'est soit que vous êtes entouré vraiment de gens hyper conciliants, soit que vous tapez à côté du sujet parce que clairement, ça va changer la façon dont on imagine notre travail depuis 20, 30 ou 40 ans et que je ne vois pas comment ça peut être que tendre et agréable comme discussion. Par contre, le chemin qui suit, il peut être très agréable, il peut être joyeux, il peut être plaisant. Ça, c'est certain. Manger mes lasagnes végétariennes, vous allez voir si ce n'est pas joyeux. Travailler avec ma scénographe pour imaginer comment on va rentrer dans le plus petit décor, vous allez voir si ce n'est pas joyeux. Passer plus de temps sur les territoires où on va jouer pour passer du temps avec les publics, échanger avec les associations locales, faire des ateliers, des conférences, des rencontres, vous allez voir si ce n'est pas joyeux. Imaginez des artistes qui prônent une vie bas carbone et enviable et désirable, vous allez voir si ce n'est pas joyeux. Mais le fait de poser le problème, ça n'a pas à l'être. Merci beaucoup pour votre attention.